Bonjour à tous. En plein cœur de la crise anglophone, le kidnapping du chairman du SDF a suscité une vague d'indignation et de colère contre les ravisseurs. Selon certains responsables politiques du SDF, il s'agit d'un groupe armé séparatiste. Ils ont profité des obsèques du député Joseph Banadzem pour enlever John Fundi durant son déplacement à Kumbo. Au bout de 6 heures de captivité, le chairman du SDF a été libéré avec une exigence, celle de voir ses parlementaires démissionner de l'Assemblée nationale et du Sénat pour exprimer leur soutien et solidarité au mouvement séparatiste anglophone. Au-delà du refus de John Fundi d'accéder à une telle exigence, son kidnapping survient après la décapitation de 2 soldats camerounais à Bamenda et Buea. L'ambassade des États-Unis au Cameroun condamne ces actes de torture et lance un appel à témoins pour soutenir l'enquête, redoutant des représailles des forces de sécurité qui mettraient en danger les populations civiles. L'ambassade des États-Unis au Cameroun martèle que la violence doit cesser sur le théâtre de la crise anglophone et appelle les 2 parties à engager un dialogue élargi sans conditions préalables. C'est également le souhait du Parlement européen. Ces résolutions à propos du Cameroun et ces critiques sur la gestion de la crise anglophone ont plutôt provoqué une levée de boucliers au sein du sérail. Pour le journal Cameroun Tribune, le gouvernement camerounais rejette ces accusations infondées. Le journal Repère estime que ces résolutions du Parlement européen trahissent un complot formulé contre le Cameroun. Quant au quotidien Le Jour, il déplore le fait que l'Assemblée nationale et le Sénat aient soigneusement évité de débattre de la crise anglophone depuis son déclenchement en 2016. Acculé par les pressions extérieures venant de l'Occident, le chef de l'État du Cameroun sort de sa réserve pour remuer la fibre patriotique et plaider pour l'édification d'une communauté nationale. C'est en tout cas l'analyse du journal Mutation au regard des multiples publications de Paul Biya sur ses comptes officiels Facebook et Twitter. Pour la nouvelle expression, l'appel de Paul Biya à la solidarité nationale est un signe de détresse au moment où le peuple camerounais souffre de la malgouvernance et une partie de l'opinion dénonce le maintien en prison de Maurice Kamto, principal adversaire de Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle. Dans un tel climat sociopolitique, que valent les contre-arguments du gouvernement? Comment construire un Cameroun prospère, dynamique et uni dans un environnement où le patriotisme s'effrite à l'ère de la malgouvernance et de la corruption? Comment et que faut-il faire pour éviter l'implosion sociale et politique au Cameroun, un pays confronté à des crises sécuritaires, à des crises économiques et d'autres défis sur le plan social? Ces questions constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse réalisée en direct de Yaoundé, je reçois sur ce plateau Joseph Leyangula. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à l'ensemble des copanélistes et bonjour également aux téléspectateurs d'Equinox. Merci de m'avoir convié à ce rendez-vous dominical. Je précise que vous êtes expert des questions de paix et sécurité. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, Patrick Ondondo, militant du RDPC. Vous venez du secrétariat à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour. Bonjour M. Noufele, bonjour à mes chers copanélistes, bonjour à vos chers téléspectateurs. Également présent sur ce plateau ce dimanche en direct de Yaoundé, Flore Boussi-Agnam. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à mes copanélistes. Vous êtes doctorante en droit privé, militante du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci. Et le quatrième panéliste sur le plateau de droit de réponse en direct de Yaoundé, il est éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse. Edmond, bonjour. Bonjour M. Nofele, je salue tous les copanélistes, je salue de manière fraternelle et amicale tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. D'entrée de jeu, cette nouvelle concernant le chairman du SDF libéré après plus de 6 heures passées en captivité alors qu'il se rendait aux obsèques d'un de ses députés, Joseph Banadzem. Avec vous, Flore, alors comment vous avez réagi au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun concernant
ce kidnapping du chairman du SDF? Évidemment, Monsieur Noufélé, ça a été d'abord la consternation et l'émoi, parce qu'on était vraiment inquiets, on se disait, mais sachant que ces terroristes, bon, si c'est avéré que ce sont ceux qui ont kidnappé le chairman, sont d'une brutalité, la plupart du temps, on l'observe avec les vidéos et les photos de nos soldats qui sont décapités pratiquement. Donc on se disait que c'est vraiment très grave et on a... par l'entremise de notre porte-parole, le porte-parole du président Maurice Kamto, qui a tenu à contacter personnellement l'honorable Joshua aussi pour s'enquérir de la situation. Bon, après, on a été informé qu'il a été libéré. Donc on se dit, mais malgré tout, même s'il a été libéré, on se dit tout de même que ça ne doit plus se reproduire parce que le chairman John Frondi n'est pas n'importe qui, c'est quand même une figure, autant pour moi, emblématique de la politique camerounaise. Donc on espère vraiment que des mesures fortes seront prises par le gouvernement et on entend bien sûr par mesures fortes un dialogue très fort, pas une brutalité ou la violence pour la violence comme on a l'habitude de l'observer. Nous parlerons des mesures pour sortir de cette crise dans cette émission. Après vous, Joseph Leyangola, sur l'évolution de cette crise anglophone et les motivations de ces ravisseurs d'enlever John Frondi pendant des heures et des discussions qu'il a engagées avec ces ravisseurs. Quelle est votre analyse sur cette situation sécuritaire aujourd'hui et concernant le cas du chairman du SDF? Je pense qu'avant de répondre, il convient d'abord de faire la lumière sur la dynamique des enlèvements dans la région. Ceux qui suivent activement l'actualité sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest remarquent quand même que ces derniers temps, il y a eu une intensification des enlèvements. On avait vu quand même des séparatistes qui ont enlevé clairement des élèves, des étudiants de l'université de Boya. Il y a eu des responsables publics qui ont été enlevés. Le SDF même, dont le chairman a été enlevé hier, était à son 3e enlèvement, puisqu'il y a eu le frère du chairman qui a été enlevé, il y a eu le sénateur effectivement du SDF qui a aussi été enlevé, il y a eu effectivement le chairman lui aussi qui a été enlevé hier. Donc il y a eu une intensification des enlèvements et la dynamique aussi montre une expansion du théâtre d'enlèvement. C'est-à-dire que les enlèvements étaient initialement concentrés dans les régions du nord-ouest. Progressivement, elles se sont étendues aux régions du sud-ouest et puis après, elles ont gagné les régions environnantes, c'est-à-dire les régions de l'ouest aujourd'hui et les régions de littoral, notamment dans le Mungo. Les enlèvements se sont intensifiés, ce qui montre quand même que le théâtre d'expansion des séparatistes se renforce et qu'il y a une véritable emprise des mouvements séparatistes sur le terrain. Ils contrôlent des zones et la dernière actualité en date, avec notamment la tentative d'enlèvement du bâtonnier Akerimuna, est là pour témoigner de la capacité d'action de ces gens qui aujourd'hui contrôlent des territoires ruraux. Alors par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a une sorte de concentration des feux de projecteurs médiatiques sur des grandes figures politiques qui sont enlevées. Seulement, chaque jour aussi, les familles, les Camerounais qui se retrouvent dans les régions du nord-ouest sont enlevés et libérés moyennant des rançons. Et donc, face à ce lucratif business ou bien économie du crime, de nombreux groupes se sont créés, se sont constitués. Aujourd'hui, on assiste clairement dans les régions anglophones à une extrême fragmentation des groupes armés qui n'ont pas de structure de commandement unifiée, ce qui effectivement complexifie les négociations et pour entrer en contact avec les ravisseurs afin de libérer les otages, et cela entraîne naturellement une complexification également de la procédure de la résolution de la crise. Donc la lettre qu'on devrait lancer ici au gouvernement, c'est que plus on perd du temps, plus l'économie du crime se renforce sur le terrain et plus il est difficile de trouver des interlocuteurs avec qui il faudrait amorcer le dialogue. Il faudrait quand même préciser, dans le cadre de cet enlèvement du chairman du SDF, il y a des vidéos qui circulent et qui font savoir ces échanges entre le chairman et ses ravisseurs qui demandent à ce qu'il fasse démissionner ses parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Edmond Kandia, on a suivi ces exigences de la part des ravisseurs du chairman du SDF qui ont tenu à ce qu'il s'implique davantage dans la lutte de ce mouvement séparatiste anglophone. Comment appréciez-vous l'évolution de cette situation dans les régions anglophones? L'évolution de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est grave. C'est-à-dire, il y a une escalade. Ce n'est pas la désescalade, mais c'est l'escalade. Et ça prend de nouvelles proportions. J'allais même dire qu'au niveau du théâtre des opérations, on a le sentiment que les enlèvements se spécialisent. Ou alors il y a une spécificité qui se renforce au niveau de la qualité des personnes qui sont arrêtées. Parce qu'il y a tout un symbole derrière la personnalité du chairman,
qui a été, il faut le dire, celui par qui il y a eu les plus grandes évolutions sur le plan démocratique dans ce pays. À partir de la marche du 26 mai 1990, le pays a changé radicalement. On a pu obtenir, en fin d'année 1990, les lois du 19 décembre 1990 qui nous ont permis de retourner au multipartisme, qui ont permis la libéralisation sur le plan politique comme sur le plan social. Il y a eu la loi sur la liberté de communication sociale. Mais pour répondre directement à votre question, M. Moufele, il faut dire qu'à travers le symbole du chairman, qui n'est pas un symbole anodin, les bandes armées, les sécessionnistes, nous montrent à suffisance qu'ils ne sont pas des idiots. C'est des personnes intelligentes. C'est des personnes qui savent ce qu'elles font. Et ce sont, on peut s'en rendre compte à travers les vidéos, que ce sont des batailles de principe. Quand ils demandent au chairman de dire à ses députés, à ses parlementaires, de quitter les institutions par rapport au combat qu'eux ils mènent, cela signifie là qu'il y a une sorte de chantage à l'endroit du SDF, mais en même temps c'est pour faire monter la pression au niveau d'un parti qui pendant longtemps a été le symbole de l'opposition au Cameroun. En tout cas, de 90 ou de 92 jusqu'à très récemment, jusqu'à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, personne ne pouvait dire ou prétendre que le SDF n'est pas la première force politique du Cameroun. Même si depuis quelques mois, il faut s'interroger sur la capacité du SDF à préserver cette force, ce statut de principal parti de l'opposition. Pour terminer, M. Moufele, je voudrais vous dire une chose. Ce qui est en train de se passer montre à suffisance également qu'il est plus que jamais important pour le gouvernement et particulièrement pour le chef de l'État de tenir compte des recommandations qui ont été clairement formulées dans la résolution du Parlement européen. Parce que l'une d'elles s'inquiétait déjà de la détérioration de la situation sociale, économique et sécuritaire du Cameroun. Parce qu'avec ces enlèvements, cela montre effectivement que la situation ne fait que se détériorer. Et si rien ne fait, je pense qu'on va assister au pire. En plus des enlèvements, il y a eu la décapitation de 2 soldats camerounais à Bamenda et Bouya, des actes de torture condamnés par l'ambassade des États-Unis au Cameroun, qui lance un appel à témoins et qui aussi s'exprime sur la cessation des violences sur le théâtre de la crise anglophone. Patrick Ondo, vous avez suivi ces cas d'enlèvement du chairman du SDF, ces cas de décapitation des soldats camerounais qui surviennent après toutes les assurances données par le gouvernement sur sa maîtrise de la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Au regard de ces derniers événements, comment appréciez-vous l'évolution de la situation sécuritaire dans ces régions? Bon, merci pour cette question. C'est toujours avec beaucoup de préoccupation que l'on a appris le kidnapping pour quelques heures du chairman Froundi. Et comme le disait M. Edmond tout à l'heure, la démocratie camerounaise a aussi bénéficié, n'est-ce pas, de ce que le chairman a ajouté à ce que le président Paul Biya a offert au peuple camerounais, la démocratie. Alors, en plus de ça, il y a eu les différentes exactions concernant les 2 soldats. C'est embêtant que, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, que les gens, au lieu de se calmer, posent plutôt des actes qui ne campent pas avec la main tendue que le gouvernement a donnée. Il faut peut-être trouver, n'est-ce pas, il faut trouver des gens pour parler à ces sécessionnistes, de comprendre qu'il y a une main qui leur a été tendue pour dialoguer, et que cette main, n'est-ce pas, attend que elle puisse être saisie. C'est juste vraiment embêtant que de l'autre côté, nous tendons la main de l'autre côté, on ne fait que monter en termes de violence, en termes d'attaque, en termes d'accusation. C'est très embêtant. Mais je crois que avec le temps, la dissuasion et la discussion, nous allons effectivement arriver à un résultat.
Vous évoquez la main tendue du président de la République à l'endroit de ces milices et groupes qui sévissent dans les régions anglophones, et pourtant au sein du MRC on estime qu'il faut un dialogue inclusif et que jusqu'ici rien n'est fait. Flore. Ah oui, exactement. Je suis un peu surprise d'entendre le représentant du RDPC dire qu'ils ont tendu la main. Quand on tend la main à des adversaires, on prend d'abord le désarmement. Ça, c'est le plus important. On ne peut pas tendre la main et avoir toujours des soldats armés sur le territoire. Ça prouve que le camp d'en face se dit, bon, ok, c'est tant qu'ils ne déposent pas leurs armes, nous également on ne dépose pas. Ça peut être un piège. C'est comme ça que le camp d'en face le voit et le perçoit. Donc, je pense qu'il y a réellement un gros problème dans ce gouvernement illégitime, autant pour moi. Parce que quand vous dites, on a tendu la main, franchement, vous pouvez interroger tous les Camerounais, même le citoyen lambda. Je ne vois vraiment pas ce que vous avez fait. En toute sincérité, je ne vois pas quelque chose qui a prouvé que, voilà, le gouvernement illégitime de M. Biya veut réellement mettre fin à la guerre en zone anglophone. Donc ça, c'est mon point de vue. Donc c'est pour ça que j'insiste, je reviens encore sur le fait que un véritable dialogue. Le dialogue, c'est pas mettre en face du camp adverse des gens armés et dire, venez, on va discuter. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en face, ces gens ont peur. Ils se disent, ça peut être un piège et surtout qu'après 37 ans, on connaît bien comment le gouvernement du RDPC fonctionne. On sait comment ils ont toujours essayé de négocier. Bon, bref, il y a tellement de cas que je peux citer ici, mais moi, mon point de vue, c'est que il n'y a pas réellement eu un dialogue. Parce que s'il y avait eu un vrai dialogue, c'est qu'on n'en serait pas là. C'est que le chairman n'aurait pas été kidnappé hier. Donc il faut revoir un peu les méthodes. Alors, Patrick Ondo, sur les méthodes du gouvernement dans le cadre de la gestion de cette crise anglophone, vous suivez Flore du MRC qui estime qu'il n'y a pas une véritable main tendue des conditions préalables à une cessation, au cessez-le-feu sur le cadre de la crise anglophone ne sont pas encore réunies de son point de vue. Non, je crois qu'elle ne dit pas la vérité parce que lorsque vous voulez dialoguer, effectivement, vous ne devez pas avoir, pendant le dialogue, quelqu'un qui est armé à côté de vous. C'est pour cela que le gouvernement a préféré, et c'est normal. Lorsque on a vu peut-être la crise en Colombie, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens se désarment d'abord. Donc, ceux qui sont vraiment les rebelles, on les désarme. Ensuite, on les fait asseoir. Et puis, il y a donc la discussion s'engage, et dans le cas d'espèce, on a dit désarmement, démobilisation et réinsertion. Donc le gouvernement a effectivement tout proposé. Il y en a qui sont sortis, et on leur a rien fait. Donc il ne faut pas que nos amis du MRC ou même facilitent, n'est-ce pas, l'ensauvagement, n'est-ce pas, des sécessionnistes et leur radicalisation. Ce n'est pas bien parce que il faut donner le discours de vérité. Moi, je crois que si les hommes politiques avaient commencé assez tôt, si la plus grande partie de l'opposition avait commencé assez tôt, dès les premières heures de ces mouvements sécessionnistes, de condamner avec véhémence tout ce que les enfants la faisaient, je crois que les choses se seraient arrêtées assez tôt. Mais oui, les gens se sont effectivement comportés, les gens se sont habitués, les gens les ont même encouragés avec des discours ambivalents, des discours ambigus que certains partis politiques qui se reconnaissent ont fait. Ce n'est pas bien. Parce que si aujourd'hui, s'il y a de sérieux problèmes, encore des problèmes encore plus graves, c'est nous tous qui sommes dans les problèmes et ce n'est pas bien. Il faut laisser, n'est-ce pas, le peuple camerounais continuer à vivre dans la paix. C'est pas bien parce que quand on est dans un parti politique, on a le devoir d'éduquer ces militants. Quand on est journaliste, non comme vous, on a le devoir d'éduquer les Camerounais. Quand on est un consultant comme M. Edmond, on a le devoir d'éduquer les Camerounais. Et l'éducation de paix, l'éducation de préservation du vivre ensemble, je crois que c'est le discours qui est le mieux, n'est-ce pas, aux Camerounais, au contexte que nous vivons actuellement. Alors, il y a eu l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui a réagi après la décapitation de ces 2 soldats camerounais. Au-delà d'exprimer ses condoléances, l'ambassade des États-Unis estime qu'il faut à tout prix, dans l'urgence, engager un dialogue sans conditions préalables entre les 2 parties. Et au sein du gouvernement, il y a toujours ce discours que l'on ne dialogue pas avec ceux qui demandent la partition du Cameroun. Est-ce que pour vous, c'est la démarche idoine alors qu'il y a un enlisement de cette crise anglophone?
Non, le principe de l'État unitaire est un principe acquis et qui ne saurait être remis en cause par qui que ce soit. Et maintenant, il y a peut-être des problèmes d'ordre structurel ou d'ordre conjoncturel et d'ordre contextuel qu'il faut juste effectivement régler. Quel que soit le comportement des Camerounais qui se sont fâchés, il faut pouvoir trouver une solution en bavardant avec eux, parce qu'on dit que tant bien même que en démocratie, tant bien même que les explications seront finies, il faudra toujours expliquer, il faudra toujours dialoguer. Et dans le cas d'espèce, l'appréhension que nous avons, c'est que il faut effectivement que de l'autre côté, on puisse trouver des gens qui sont prédisposés également, n'est-ce pas, à causer, prédisposés à discuter. Et il ne faudrait pas que nous, par notre discours, que nous puissions radicaliser les uns et les autres. Ce n'est pas bien comme ça. Alors le gouvernement estime qu'il a mis sur pied des conditions pour créer un climat d'apaisement dans les régions anglophones. Edmond Kambia, c'est la sortie du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, réagissant aux résolutions du Parlement européen. Il a évoqué la série d'actions qui ont été prescrites par le président de la République pour créer un climat d'apaisement dans les régions anglophones. Au regard de la situation actuelle, notamment ces derniers événements qui se sont déroulés ce week-end dans les régions anglophones, est-ce que cela démontre que le climat d'apaisement existe réellement? Pas du tout, pas du tout. Une chose est de déclarer, une chose est de mettre en application la déclaration d'intention qui a été formulée. Avec ce qui s'est passé avec l'arrestation pendant plusieurs heures, le kidnapping, avant sa libération du chairman John Fundi, ça montre clairement que les conditions d'apaisement dans les régions du nord-ouest et du sud-est ne sont pas suffisantes. Elles ne permettent même pas aux déplacés qui ont quitté les régions natales de revenir. Elles ne permettent pas aux réfugiés qui se retrouvent au Nigeria par dizaines de milliers de retourner au pays. Et ce qui est plus grave, c'est le point que soulignait M. Ondo quand il parlait du désarmement. Vous dites, en Colombie, on a demandé aux rebelles de désarmer, ils ont désarmé. Mais je vais vous dire ce qui s'est exactement passé. Le désarmement vient après un processus de négociation. Il y a eu des discussions, il y a des négociations qui ont abouti au désarmement des rebelles. Voilà ce qui s'est passé en Colombie. Et au Cameroun, on met la charrue avant les bœufs. On a créé une commission DDR. Alors qu'il n'y a jamais eu discussion, il n'y a jamais eu débat, il n'y a jamais eu dialogue, il n'y a jamais eu négociation. Non, mais voilà la situation. Donc, monsieur Noufel, vous permettez, monsieur? Vous permettez que je termine? Bien sûr, vous pouvez aller. Je voudrais dire donc, par rapport aux conditions d'apaisement, non seulement elles ne sont pas suffisantes, mais elles ne garantissent pas le retour des populations qui sont retirées de leur région. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité aux Camerounais. Le peuple se meurt, comme a dit Fontif Moukete. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest ne savent plus à quel sein se voient. C'est devenu un no man's land dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pas seulement dans les régions rurales, mais également dans des quartiers entiers, des villes comme Bouya, comme Bamenda. Il y a des zones où vous ne pouvez pas passer. Vous n'êtes pas en sécurité du tout. Donc, je reste sceptique sur les conditions d'apaisement qui ont été appliquées sur le terrain. Alors, le gouvernement, à travers son porte-parole, évoque notamment la mise sur pied des structures de participation inclusive à la vie nationale, au rang desquelles la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et le plan d'assistance humanitaire de 13 milliards de francs CFA pour assister ces populations en détresse dans les régions anglophones. Pour autant, le Parlement européen insiste sur l'absence de dialogue entre les différentes parties engagées sur le terrain, et c'est à ce sujet qu'il y a la pomme de discorde avec vous, Joseph Leyangoula, entre le Parlement européen et le gouvernement camerounais sur la capacité et les techniques de gestion d'une telle crise. Effectivement, les choix sécuritaires du gouvernement effraient pas mal de partenaires traditionnels du Cameroun. Il faut admettre une chose, le Cameroun a fait des concessions techniques, ça on peut l'admettre. Il y a eu effectivement des commissions, il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été engagées pour mieux insérer la communauté anglophone dans le tissu institutionnel du Cameroun. Seulement, la crise était multiforme. La crise était sociale, la crise était politique, la crise est devenue sécuritaire aussi avec l'exacerbation de la riposte des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, maintenant, ces concessions se révèlent largement insuffisantes pour apaiser la situation sur le terrain, mais malheureusement, le gouvernement s'entête dans cette logique, s'entête dans
la stratégie militaire qui pourtant aujourd'hui n'a pour principale conséquence que d'exacerber les tensions sur le terrain, que d'exacerber la violence des séparatistes sur le terrain. On a souvent l'impression qu'on peut aujourd'hui, à l'échelle actuelle, écraser une insurrection à partir de la puissance de feu. Or, la quasi-totalité des études sur la question ont montré que c'est très souvent des solutions sociales et des solutions politiques qui permettent d'éteindre les insurrections. Et c'est pourquoi l'Union européenne, qui est quand même entourée d'experts, qui ont eu à être confrontés à des situations comparables sur d'autres théâtres d'opération, alerte le Cameroun sur cette réalité. Mais la réaction de l'Union européenne, elle vient après la réaction de beaucoup d'autres organismes qui ont travaillé sur la question, qui ont documenté et qui ont me montré, moi personnellement également, j'ai vu récemment dans le cadre d'un travail que j'étais en train de faire, combien la dégradation de la situation sécuritaire sur le terrain, la fragmentation des groupes armés, la multiplication des offensives, l'escalade de la violence allait de pair avec la riposte militaire. Et ce à quoi on appelle aujourd'hui les autorités, c'est non pas de gagner la guerre, mais de gagner les cœurs et les esprits des populations. Parce que pour gagner une insurrection, il faut être capable d'assurer les droits des populations pour qu'elles comprennent d'où vient effectivement leur protecteur, afin d'empêcher que les séparatistes ne s'opposent en groupe d'autodéfense des populations qui sont attaquées par les forces gouvernementales. Il faut aujourd'hui absolument que l'État puisse être capable de modifier la perception que les populations ont de l'armée. Or, ce n'est pas le cas, et les récentes études de l'Afrobaromètre ont révélé que la confiance dans l'armée est en train de se dégrader de manière significative dans les régions anglophones. Sur les populations interviewées, ils ont mené une enquête entre 2015, où ils avaient publié les premiers résultats, et 2019. Permettez-moi s'il vous plaît. Entre 2015 et 2019, la confiance dans l'armée a baissé à peu près de 30%. C'est-à-dire qu'on est passé à peu près. Je vous en prie. C'est l'Afrobaromètre qui a mené les études. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Vous allez réagir. Et donc, lorsque les populations cessent d'avoir confiance en l'armée, elles commencent à se tourner vers les acteurs alternatifs. Et ces acteurs alternatifs, c'est très souvent des groupes, des milices armées qui s'opposent en défenseurs des intérêts communautaires. Et donc, face à cela, l'Union européenne se doit bien entendu d'alerter le Cameroun. L'ensemble des organismes l'ont fait parce que c'est une nécessité aujourd'hui. C'est un enjeu stratégique pour le Cameroun de réorienter sa politique de contre-insurrection. C'est tout à son avantage aujourd'hui de nouer le dialogue, par exemple, avec l'aile qui propose aujourd'hui, par exemple, le fédéralisme comme un mot d'organisation politique, afin de couper l'herbe sur le pied des séparatistes. Ou encore engager une discussion avec les séparatistes, non pas pour négocier sur la souveraineté du Cameroun, mais davantage pour comprendre les griefs profonds qui sont à l'origine des revendications séparatistes. Parce que je reste convaincu que les demandes séparatistes relèvent de la surenchère. En réalité, il y a des aspirations d'autonomie qui sont beaucoup plus profondes et qui peuvent être satisfaites si jamais le gouvernement se montre effectivement ouvert à une discussion franche. Après les critiques du Parlement européen sur la capacité du gouvernement camerounais à résoudre cette crise anglophone, le porte-parole du gouvernement a tenu à faire savoir que l'armée est républicaine, qu'elle défend et protège les populations contre ces groupes séparatistes. Patrick Ondondo, sur la capacité de la stratégie sécuritaire à pouvoir juguler cette crise. Il y a des appréhensions sur les résultats probants. 3 ans après le déclenchement de la crise anglophone, on estime déjà à plus de 500 000 Camerounais déplacés du fait de la crise anglophone et d'autres réfugiés au Nigeria, et des critiques sur certains éléments à la fois de l'armée camerounaise mais aussi de ces groupes séparatistes. Oui, c'est juste un peu déplorable parce que, comme vous avez dû le constater, le gouvernement a déploré le rapport du Parlement européen parce que c'est un rapport un peu partial, pour ne pas dire imparfait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur beaucoup d'éléments subjectifs avant de faire leur rapport. C'est qu'on peut retenir de ce rapport partial, de ce rapport qui témoigne du comportement de certaines officines occidentales en lien avec certains Camerounais qui veulent trahir leur pays, qui ont trahi leur pays. C'est bien, n'est-ce pas, de mettre en mal notre souveraineté, la souveraineté du peuple camerounais. Quels sont les éléments qui permettent qui permettent à ce que vous déclarez que ces sorties du Parlement européen mettent en mal la souveraineté du Cameroun?
Tout simplement parce que dès le départ, hein, la résolution du Parlement intervient le 18 avril. Mais déjà le 16 avril, à partir, il y avait déjà un document qui était presque similaire finalement à ce rapport qui circulait. Et lorsqu'on compare effectivement ce faux document, et non, ça c'est... Vous comprenez qu'il y a des gens qui travaillent seulement pour salir le Cameroun, seulement pour faire du mal au peuple camerounais. Quand dans un truc comme le Parlement européen, le faux intervient là-dedans avec l'aide et l'assentiment de certaines personnes. Parmi ces résolutions, quelles sont celles qui ne reflètent pas la réalité selon vous? Mais presque tout. La seule chose qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de ce rapport, c'est que le Parlement conseille au gouvernement, n'est-ce pas, de prendre d'autres initiatives, pour parler de dialogue. C'est tout ce qu'on peut trouver de bon dans ce rapport partiel. Et en ceci que, avec ce conseil, qu'il faut que le gouvernement puisse prendre, n'est-ce pas, d'autres initiatives. C'est sûr, effectivement, que, puisque la communauté internationale a été sensibilisée dessus, puis quelqu'un l'a dit, la communauté nationale est un problème, c'est sûr que dans la perspective de la résolution de ce problème, il y aura certainement encore d'autres initiatives, en plus de ce que le gouvernement a déjà offert, il y aura d'autres initiatives qui vont renforcer, n'est-ce pas, le dialogue que nous demandons tous, parce que l'État camerounais a le devoir, lorsque vous êtes dans un État, l'État a le devoir, n'est-ce pas, de mettre de l'ordre. Parce que vous avez, n'est-ce pas, ce devoir. Et lorsque survient ce genre de choses, ce genre de crise, il faut maintenant prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que tout le monde puisse se calmer et pour voir dans quelle mesure on peut trouver une solution pacifique, parce que nous aspirons à vivre dans la paix. C'est pour cela que nous n'aimons pas les discours qui font que le Cameroun s'éclate, les discours qui font que les enfants qui ont pris les armes se radicalisent davantage ou qui les renforcent dans leur position, alors que c'est pas une position raisonnable. C'est ce que nous avons toujours condamné. C'est pour cela que nous demandons toujours à ce que le discours aille dans le sens, n'est-ce pas, du dialogue, comme nous sommes prêts, n'est-ce pas, à faire ce dialogue. Après cette levée de bouclier au sein du parti au pouvoir et du gouvernement concernant la résolution du Parlement européen, avec vous, Flore, est-ce que ces résolutions, ce constat fait par le Parlement européen reflète la réalité du Cameroun? Bien évidemment, Cédric, bien évidemment. Je ne peux même pas dire le contraire parce que, si vous me permettez quelques secondes, je reviens sur quelques propos du monsieur en face. Quand vous dites que c'est le MSC qui encourage l'ensauvagement, j'ai bien écrit le mot, j'ai mis entre guillemets, la radicalisation des anglophones, je ne comprends vraiment pas, parce que si j'ai bonne mémoire, en 2016, quand cette crise éclate, ça a commencé par des marches pacifiques des avocats anglophones. Ensuite, on a vu les professeurs anglophones s'indigner avec March au BBC, qui s'est tenu dans un cercueil au-dessus d'une voiture. Donc, en ce moment-là, le MRC, est-ce qu'il y avait l'ensauvagement dont vous parlez? Parce que je tiens à vous préciser qu'on parle bien des marcheurs pacifiques. Des marcheurs pacifiques. C'est vrai, le RDPC a un problème avec ce mot-là, pacifique. Parce que pour vous, dès que quelqu'un sort dans la rue, non, c'est un terroriste, il faut l'assassiner, il est contre la patrie, etc. Ensuite, vous parlez de souveraineté et de partialité quand vous commentez les résolutions de l'Union européenne. Bon, en fait, souveraineté dans quel sens? On n'a jamais refusé que le Cameroun est un pays souverain, monsieur. Mais quand vous-même vous ratifiez des accords et traités internationaux, vous vous attendez à quoi? Que ces accords sont bilatéraux, ou alors que ces accords-là ne s'appliquent que dans le bon sens? Lorsque vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages venant de la communauté internationale, vous n'en parlez pas, il n'y a pas ingérence, il n'y a pas impartialité, etc. Et quand vous dites partialité, j'aimerais comprendre. La partialité, c'est quoi pour vous quand on parle des résolutions de l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne a pris ouvertement position pour un camp? Est-ce que l'Union européenne a par exemple dit que, bon, nous on décide de soutenir les ambazoniens parce que l'Union européenne a donné des résolutions qui peuvent être comprises comme des conseils? Des conseils, genre quand ils parlent par exemple de tribalisme, de démocratie, de dialogue, c'est pas une question de... Nous?
Nous les qui? Oui. Nous les qui, C'est-à-dire monsieur? que le MRC. Ah bon? Oui. Vous pouvez vous expliquer? Oui. Quand, pendant la tenue du Conseil constitutionnel, quand un monsieur qui est censé être responsable, monsieur Kamto, se lève devant le monde entier, devant le Cameroun, dit que c'est pas parce que si je n'étais pas Bamileke, mais comment il peut avoir enfoncé le Cameroun à ce niveau? Monsieur, si vous n'avez pas compris les propos de Maurice Kamto, nous ne sommes pas responsables de votre compréhension. Ce n'est pas sérieux. Quand le professeur Maurice Kamto le dit, il ne dit pas monsieur. Vous permettez, j'ai la parole, s'il j'ai vous plaît. apporté ici, Messieurs, restons sur Patrick Ondondo, restons sur le débat de fond concernant le Parlement européen et ses résolutions, qui évoquent également la question du tribalisme. On y reviendra dans cette émission, mais d'abord, sur ces résolutions concernant la crise anglophone, vous avez suivi le représentant du RDPC qui estime qu'il y a matière à critiquer ce Parlement européen et ses résolutions qui sont partiales, qui prend position en faveur de ceux qui sont contre le Cameroun. Flore, vous avez la parole. D'accord, bon, je vais revenir à la question. Bon, le Parlement européen a eu à émettre des propositions. C'est comme ça que nous le percevons dans le MRC. Bon, maintenant, le gouvernement illégitime prend cela dans un autre sens. Parce que moi, je ne comprends pas. Ils disent que les propositions du Parlement européen n'ont pas de sens. Mais si le gouvernement avait vraiment des solutions adéquates, on n'en serait même pas là en train de débattre sur ce sujet. C'est qu'il y a longtemps, cette question aurait été résolue. On est au moins d'accord sur ce point, M. Ondo. Parce que sincèrement, avant de critiquer, qu'avez-vous fait vous-même de concret? Parce que depuis on parle de désarmement, on parle de mesures, depuis on parle de mesures prises par le gouvernement, de ceci, de cela. Mais sur le terrain, il y a toujours des kidnappings. On continue à décapiter des gens, des soldats, des populations. Et des populations sont... Je vous en prie, permettez. Des populations sont, ont fui carrément leurs habitats, leurs maisons, et se sont réfugiés dans des forêts. Vous imaginez, j'ai vu des photos, parce que où une maman est dans la brousse avec ses 2 enfants, le matelas il l'a posé dans les airs, avec une moustiquaire accrochée, je ne sais pas moi, sur un arbre. Vous trouvez vraiment que vous avez eu des bonnes solutions au point de dire que le Parlement européen n'a rien à vous dire? Vous trouvez vraiment que des populations sont logées dans des forêts? Le gouvernement, lui, il estime que c'est une ingérence de la part du Parlement européen dans les affaires qui concernent le Cameroun. Joseph Léangoula, sur la ligne de défense du gouvernement camerounais et du RDPC, qui appelle le gouvernement à rejeter complètement, à ignorer carrément toutes les résolutions, les propositions de sortie des crises formulées par le Parlement européen. Comment vous analysez ces contre-arguments du gouvernement à propos de la situation politique et sécuritaire du Cameroun? Ok, rappelons déjà une chose. La crise anglophone est le produit de 2 pathologies du gouvernement. La première, c'est le marteau, que j'illustre ici à travers la réponse violente qu'on a souvent apportée à l'expression du désaccord. Et puis la deuxième, c'est le déni. Le déni, c'est lorsqu'on refuse de regarder la réalité en face, lorsqu'on fait l'autruche, lorsqu'il y a un problème et que la personne qui est affectée par le problème dit « je souffre » et vous dites « vous ne souffrez pas ». C'est ce qui aujourd'hui a conduit à la situation extrêmement tendue qu'on retrouve aujourd'hui dans les régions anglophones. Et comme je le disais, le Parlement européen ne dit rien de nouveau, il poste juste ce qui avait déjà été décrié par les Camerounais, par des ONG, camerounaises d'abord, puis internationales après, puis confirmé aussi par les experts qui ont mené des études sur la question. Maintenant, à la question de savoir, est-ce que le Parlement européen fait de l'ingérence? Je voudrais même accorder le bénéfice du doute au gouvernement, admettons que le Parlement européen fasse de l'ingérence. Mais il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui une ingérence consentie. Une ingérence consentie lorsque le gouvernement camerounais, en signant les accords de partenariat avec l'Union européenne, notamment d'abord en signant lors des accords de Cotonou en l'an 2000, l'article 1 et 9 permettait au Parlement européen de dire son mot sur l'évolution de la situation des droits de l'homme, de la situation démocratique, de la gouvernance dans le pays. Le Parlement camerounais a accepté, l'État du Cameroun a accepté, parce qu'il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est l'aide publique au développement. C'est pas pour l'ensemble des autres institutions avec lesquelles le Cameroun coopère. Il forme ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions internationales. Et la condition d'insertion du Cameroun dans ces arènes
international, c'était effectivement qu'il se plie aux règles qui régissent les rapports à l'échelle internationale. Et donc, quand vous avez l'ONU, quand vous avez le FMI, quand vous avez la Banque mondiale, quand vous avez l'ensemble des autres institutions, y compris panafricaines, ils ont des visées. Leur visée, notamment, c'est de promouvoir un ordre international démocratique et libéral. Et donc, la condition d'insertion dans cet ordre international, c'est bien entendu qu'on respecte les règles scellées à partir d'un certain nombre d'instruments internationaux, le pacte international des droits politiques et civiques, la convention de New York et l'ensemble des autres instruments, y compris même la francophonie, qui a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui la déclaration de Bamako, qui exige à l'ensemble des États de respecter les principes de la démocratie. Et donc, ils ont posé cette condition, le Cameroun les a acceptés, et aujourd'hui, quand il y a des écarts de conduite qui peuvent mettre en péril la stabilité dans le pays, qui peuvent mettre en péril les principes qui sont au fondement de l'ordre international, le Cameroun crie à l'ingérence, pourtant c'était une ingérence qui a été préalablement consentie. Alors Patrick Ondondo, comment expliquer cette position du gouvernement et des hommes politiques au sein du parti au pouvoir qui parlent d'ingérence? Pourtant, le Cameroun a ratifié des accords de partenariat avec l'Union européenne qui permet à ces différentes institutions d'avoir un regard sur la situation politique et sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Non, je veux d'abord dire que le Parlement européen est différent de l'Union européenne. C'est deux... Non, c'est deux entités bien différentes. C'est deux entités juridiques différentes. Je vous en prie. Il faut lui je vous en prie, messieurs. Allez-y, Patrick. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, nous n'avons pas attendu le Parlement européen pour faire la démocratie au Cameroun. Vous parlez même de quoi? Nous n'avons pas attendu le Parlement européen pour faire la démocratie au Cameroun. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Oui, c'est presque ce que vous dites. Le Cameroun s'est engagé à respecter les principes démocratiques. Il faut savoir, je l'ai dit, il faut savoir la coopération avec le Parlement européen. Les critiques formulées par le Parlement africain envers, n'est-ce pas, principalement, c'est ça qui nous cause nos forces de l'ordre. Mais il faut savoir que ici au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la justice militaire. La justice militaire existe. Et que quand il se trouve que lors d'une situation, des militaires aient pu déraper, il y a une justice militaire qui s'occupe de ça. On n'a pas l'habitude, on n'a pas à dire ça à haute voix. Et ça existe. Donc ceux qui veulent avoir, n'est-ce pas, des informations sur les punitions ou les sanctions qui peuvent incomber à peut-être des militaires qui ont peut-être dérapé, ils vont au tribunal militaire pour ce qui arrive. Mais ce qui est choquant, c'est que on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité les militaires qui sont censés protéger le Cameroun et la souveraineté du Cameroun. On les met sur le même pied d'égalité que les rebelles. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que je dis que c'est partiel et partiel. Et ce n'est donc pas sérieux que les Camerounais, n'est-ce pas, puissent soutenir ce genre de choses. Parce qu'on ne peut pas mettre à mal la souveraineté de notre pays. Parce que les gens ne sont pas sérieux. Et le président de la République a réagi dans le sillage de ces résolutions du Parlement européen à travers une série de publications sur ses comptes officiels. Et sur son compte Facebook, le chef d'État Paul Biya rappelle que nous n'avons qu'une seule patrie. Il est de notre devoir de la défendre sur les chemins de la grandeur et de la prospérité pour tous. Ce sont les propos du président de la République sur son compte Twitter. Patrick Ondondo, quel message le président de la République veut-il envoyer en ce moment précis? C'est beaucoup plus un message, comme vous l'avez vu, un message de solidarité envers son peuple et un message pour pouvoir resserrer les liens de patriotisme qu'il y a, n'est-ce pas, au sein de la population, pour ne pas que ceux des Camerounais qui sont égarés, qui veulent mettre à mal le pays, qui veulent faire imploser le Cameroun, pour qu'ils ne puissent pas avoir raison, parce qu'on sait qu'il y a des Camerounais qui veulent à tout prix que le Cameroun implose. Or, le Cameroun ne va pas imploser. Et il faut donc faire appel, n'est-ce pas, au patriotisme de chaque Camerounais. Le patriotisme de chaque Camerounais, c'est le dévouement que chaque Camerounais, n'est-ce pas, a envers son patrie, envers sa patrie, envers son pays. Alors, le patriotisme brandi par le président de la République, Edmond Kambia, la nouvelle expression, estime que c'est un appel de détresse du président Paul Biya. Pourtant, lui, il estime qu'il est du devoir des Camerounais de défendre leur patrie, qui, sur les chemins de la grandeur, et il évoque qu'ils doivent mériter de la patrie en travaillant de façon, avec beaucoup d'ardeur, et de contribuer à l'édification d'une communauté nationale. Je confirme les propos, les articles qui ont été publiés par la nouvelle expression. Le chef d'État est en détresse. Quels sont les éléments qui vous permettent d'affirmer
une telle position? Il est en détresse, non seulement parce qu'il n'a pas écouté son propre peuple, mais parce qu'il subit aujourd'hui la pression de la communauté internationale, qui ne fait que relayer tout ce qui a été dit, comme disait Léa Moula tout à l'heure, par les ONG locales. Tout ce qui a été dit par les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, tout ce qui a été dit par des personnalités indépendantes de ce pays. Il dit que ce que le Parlement européen est en train de dire, c'est la synthèse des réflexions, la synthèse des enquêtes qui ont été faites par les ONG locales. Non, il y a donc beaucoup d'ONG qui sont de connivence. Vous m'interrompez tout le temps, M. Ondondo. À ce point, on ne peut pas avancer. Edmond, Quand vous parlez, je vous coupe la parole, M. Ondo. Donc, je maintiens, je le redis, le chef d'État est en détresse. Vraiment, il n'est pas dans une situation, j'allais dire, envieuse en ce moment. Pourquoi? Lorsque vous citez les propos qu'il tient sur son Twitter, effectivement, c'est pour appeler le peuple à la rescousse, à la solidarité, comme l'a dit M. Ondo. Sauf que il appelle le peuple quand lui, il est en difficulté. Quand le peuple l'appelle, quand il est en difficulté, on ne le voit pas. Nos frères et sœurs du Nord et du Sud-Ouest crient leur douleur depuis 3 ans. Crient leur malaise, leur mal-être depuis 3 ans. Le chef de l'État ne répond pas. Le chef de l'État n'est allé ni à Bamenda ni à Boya. Personne ne l'a vu là-bas. Le chef de l'État n'est pas allé voir les réfugiés au Nigeria. Personne ne l'a vu là-bas. Les députés du SDF ont demandé la tenue d'un débat sur la crise anglophone. Jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État n'a rien dit. Il n'a même pas convoqué une session qui permette au Parlement de se réunir d'urgence pour qu'il prenne la parole devant le Parlement en congrès. C'est comme cela que ça se dit dans la Constitution, pour s'adresser au peuple. Parce que le sujet est grave. Aujourd'hui, il appelle le peuple à la rescousse. Mais il n'écoute pas son peuple qui meurt. Il n'écoute pas son peuple qui souffre. Et là, je parle seulement de nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est presque pareil pour les populations du Septentrion. On a longuement épilogué sur les enfants qui sont morts à 6 km de leur domicile, les enfants de 4 ans, 6 ans, 7 ans, qui sont morts envahis, ensevelis par la terre, parce qu'ils allaient chercher de l'eau au pied d'une montagne. Le chef de l'État a-t-il adressé ses condoléances à la famille de ces enfants? Nous attendons encore. Le ministre de l'eau et l'énergie a adressé ses condoléances. Et le président de la République, Ce n'est pas le président de la République. vous en prie, Patrick. Le président de la République adresse des condoléances pour des cas similaires dans des pays autres, dans des pays étrangers, dans d'autres pays africains même. Edmond Donc il y a Kambia, 2 poids 2 mesures. Mais de quel peuple? justement, Quel est le peuple que le chef de l'État appelle à la rescousse? Je me demande quel est ce peuple. C'est peut-être le peuple de privilégiés, les peuples de nantis. Ceux qui autour de lui ont des privilèges. Voilà, peut-être c'est ce peuple-là. Malheureusement, il n'aura pas le vrai peuple qui l'aurait élu, s'il a été véritablement élu. That's the question. C'est ça la vraie question. Patrick Ondondo. De quel peuple parle-t-il? Patrick Ondondo suit l'appel au patriotisme des Camerounais qui intervient dans un contexte sociopolitique particulier avec les critiques de la communauté internationale à l'encontre du Cameroun et également les critiques de l'opposition sur la gestion d'un certain nombre de crises qui sont en cours au Cameroun. Comment appréciez-vous cette réaction à l'analyse d'Edmond Kambia concernant un appel de détresse? Vous le pensez aussi? Non, ça c'est ce qu'il pense, effectivement. Moi, je voulais juste vous rappeler que la crise n'a pas commencé directement par une crise politique. Ça a commencé par des revendications socio-corporatistes. Et ces revendications, on a trouvé des solutions à ces revendications. Comment vous pouvez dire qu'au jour d'aujourd'hui, que le président n'est pas sensible aux préoccupations du peuple? On a réglé tous les problèmes socio-professionnels qui se posaient. Tous ces problèmes. Et on a donc compris que il y avait tapis dans les ONG que nous ne maîtrisons pas bien. On ne sait pas ce qu'ils veulent effectivement, ce qu'elles veulent exactement. Il y a un certain nombre de personnes voulaient plutôt autre chose. Et c'est cette autre chose-là qui est venue, dont les revendications sécessionnistes, qui ont été encouragées par ces différentes ONG qui passent le temps, n'est-ce pas, à saboter le Cameroun un peu partout. Et il ne faut pas continuer dans cette voie, ce n'est pas une bonne chose. Et vous dites que quand il y a problème, ce n'est bien pour personne. Hein. Et le président Paul Biya, qui ce dimanche matin fait savoir sur son compte Facebook que l'avènement de la démocratie ne saurait être un prétexte pour les règlements de compte, les diffamations, les colportages de fausses informations, les dénigrements de toutes sortes. Avec vous, Flore, est-ce que vous partagez ce point de vue du président de la République qui estime que
en l'avènement de la démocratie, ça ne saurait être une occasion de faire des règlements de compte, de dénigrer, de diffamer, de procéder au colportage de mauvaises nouvelles et des dénigrements de toutes sortes. Bon, d'entrée de jeu, je vais dire, je suis d'accord avec le président parce que là, en face de moi, il y a le monsieur Ondo qui diffame carrément en disant des gens veulent... Moi, je vais vous dire, monsieur, l'implosion du Cameroun, l'implosion ici au Cameroun va venir de vous. Parce que vous avez des problèmes, vous avez un sérieux problème avec les règles. Vous ne les respectez pas, même vos propres règles, vous ne les respectez pas. Et c'est de là où va venir l'implosion. Donc ne cherchez pas de bouc émissaire parce qu'il n'y en aura pas. Et pour revenir au message du président sur les réseaux sociaux, malheureusement je n'ai pas pu lire ce message. Or, je suis très active sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il m'a bloqué de toutes ces pages officielles ainsi que sur... Qui vous a bloqué Ceux qui gèrent le compte du président parce que lui-même ne peut pas gérer son propre compte. Je n'arrive pas à imaginer un homme de 85 ans en train de tweeter et tout ça. Donc ils m'ont bloqué de tous ces comptes officiels, Facebook, Twitter. Mais vous avez néanmoins lu ces derniers messages concernant le patriotisme. Exactement, je suis un peu... l'appel au Camerounais. Comment vous appréciez cet activisme du président de la République et sa volonté de sensibiliser les Camerounais sur les maux qui minent la société camerounaise actuellement? Bon, écoutez, monsieur Nofélé, d'entrée de jeu, il n'est pas le président de la République. Parce que je l'ai dit sur son compte Twitter. Il n'a pas gagné les élections et j'assume. Parce que nous avons des preuves. Et le moment venu, si vous voulez savoir réellement qui a gagné ces élections, organisons un recomptage de voix. Le Conseil constitutionnel a déclaré le président. Je ne suis pas d'accord, monsieur Nofélé, c'est bien une parenthèse. Le fond de ces messages qu'il évoque sur ses comptes Facebook et Twitter. Bon, moi je trouve que c'est de l'hypocrisie pure et simple parce que il parle de démocratie. Mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas bien ce que la démocratie signifie. On dit démocratie selon Abraham Lincoln, merci, le mot m'échappait. C'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui décide de vous donner ce pouvoir. On retrouve d'aujourd'hui, quand ce peuple essaye d'opter pour des revendications, on utilise la violence, on tire sur les marcheurs pacifiques à main nue, on envoie d'autres à Koningui, parce que pourquoi ils ont essayé de revendiquer un certain nombre de choses, ils se prennent pour qui? Et d'autres même, arrivés même au niveau de Koningui, on continue même à malmener ces gens, moralement, physiquement et tout ce qui va avec. Moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie parce que venir parler sur les réseaux sociaux de démocratie, de patriotisme, après avoir passé 37 ans au pouvoir, sans même être proche de son peuple, ils ont jadis qualifié le président Maurice Kamto, le président élu, de président de Facebook. Et aujourd'hui, ce même président de la réalité se retrouve sur Facebook plus que jamais avec 4 posts par jour, 4 tweets par jour. Alors on se demande réellement qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là, ça nous pousse à se poser des questions. Est-ce qu'on n'avait pas raison de dire que l'âge pèse déjà sur le mental de l'homme? Parce que, effectivement, non. Je vous en prie, Patrick, laissez qu'elle aille jusqu'au bout. Et quand vous me coupez comme ça, vous me perdez un peu. Je vous en prie, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Allez-y, et à la fin, je crois. Donc, je voulais ajouter... Allez-y, Flore. Patrick, laissez d'abord qu'elle aille. Vous allez réagir après. Donc, on ne peut pas parler de démocratie en enfermant des marcheurs pacifiques. On ne peut pas parler de patriotisme en détournant des fonds publics. Parce que parfois, vous vous rendez compte, il y a des détournements de fonds publics, la sanction ne suit pas toujours. On ne peut pas parler de... Il a encore parlé de quoi? Parce que je ne suis pas vraiment sur sa page. Patriotisme, démocratie. Bref, moi je dis tout cela, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Déjà, il dit démocratie alors qu'il a volé des élections qu'il n'a pas gagnées. Et j'assume, j'insiste dessus, il ne les a pas gagnées. Le président de la République qui estime que le Cameroun a besoin d'une vraie unité nationale, il ne doit pas être victime du tribalisme, du népotisme ou de la corruption. Dit-il, nous devons lutter efficacement contre tous ces fléaux qui minent facilement toute une nation. Propos du président de la République sur son compte officiel Facebook. Avec vous, Joseph Leya-Angoula, cet activisme du président de la République, son appel au patriotisme, sa volonté de sensibiliser les Camerounais sur la démocratie et les enjeux de lutte contre les fléaux qui minent le pays. Comment analysez-vous cette présence particulière du président Paul Biya sur les réseaux sociaux ces dernières semaines? Alors, ce qu'on observe, c'est que le président de la République mobilise des concepts particulièrement étranges qui appellent notamment à un réveil citoyen. Si on appelle un réveil citoyen, ça signifie qu'en bas, il y a un danger qui est en train d'approcher. Et l'enjeu du réveil citoyen, c'est de constituer des remparts à ce danger. Le mot patriotisme qu'il a mobilisé, c'est un bien grand mot. En anglais, patrie se traduit par
Fatherland, c'est-à-dire la terre de nos aïeux, la terre de nos ancêtres, et qu'il faut défendre à tous les prix. Seulement, pour qu'on défende une terre, il faudrait déjà qu'elle existe en nous. Et donc, il faudrait déjà que cette terre vibre en nous. Mais comment est-ce qu'on fait vibrer la terre en nous? On fait vibrer la terre en nous à travers notamment l'attitude que le gouvernement engage vis-à-vis de ses citoyens. Est-ce que dans la répartition des ressources publiques, le gouvernement s'assure que la large majorité des Camerounais en bénéficient? Est-ce que aujourd'hui, dans les décisions de justice, on s'assure que ceux qui ont le pouvoir ne sont pas privilégiés par rapport à ceux qui n'en ont pas? Est-ce que dans la gestion de la fortune publique, qui, je le rappelle, est une incarnation de la patrie, parce que la patrie s'incarne aussi dans les symboles de la nation et dans un certain nombre d'instruments comme la ressource, la fortune publique, est-ce que lorsqu'on voit ces personnes qui détournent abondamment et de façon impunie les ressources de l'État, sont ces personnes qui affichent effectivement les actes de patriotisme dont le chef d'État demande? Non, je ne pense pas qu'on en soit là aujourd'hui. Et j'ai toujours été étrangement surpris par cette posture du chef de l'État qui se comporte souvent comme un chercheur, un analyste, qui observe la situation politique de son pays et puis après fait des recommandations. À vous d'en user ou de ne pas en user. Nous, on est habitué à ça, à faire des rapports, à faire des notes d'analyse, faire des propositions sans savoir si elles vont être écoutées ou mises en application. Or, la différence entre moi et le chef de l'État, c'est qu'il est le chef de l'État. Il est le leader politique. Il incarne la vision, il trace le chemin et il actionne les leviers pour que ces recommandations se traduisent en actes concrets. Et malheureusement, dans les discours, ça a été observé par le passé, le chef d'État multipliait les discours pour vilipender l'attitude de son gouvernement. Aujourd'hui, c'est à travers les tweets, on multiplie les tweets pour vilipender l'attitude des Camerounais, pour appeler les Camerounais à plus de responsabilité, plus de patriotisme. Seulement, quels sont les leviers qui sont activés pour convertir effectivement cette masse inerte en véritables patriotes qui seront capables de défendre la patrie? Pour faire un parallèle avec le contexte qui a certainement motivé les choix du chef de l'État de sortie, c'est-à-dire la pression occidentale qui ne cesse de s'exercer sur lui de manière continue, je voudrais ici rappeler à l'autorité gouvernementale que le patriotisme est certes le véritable rempart à toute manœuvre d'ingérence, si jamais il y avait une ingérence, mais elle se construit lorsqu'on crée le consensus au niveau national, lorsqu'on s'assure que les Camerounais sont intégrés dans le tissu économique, lorsqu'on veille à ce que les Camerounais, effectivement, puissent s'exprimer lorsqu'il y a des désaccords, lorsqu'il y a des malaises qui émergent au niveau de la société. Ce n'est qu'à travers ces gestes de bienveillance qu'on parvient à construire un patriotisme solide et qu'on parvient à dresser les véritables soldats de la République qui seront capables à résister à toute forme d'invasion sur le territoire national. Malgré ce contexte politique que vous venez de peindre, le chef de l'État est optimiste. Il estime qu'un grand destin attend le Cameroun et il invite les Camerounais à s'interroger dans l'esprit patriotique. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Des interrogations du chef de l'État à ses concitoyens. Edmond Kambia, ces interrogations ont-elles une valeur aujourd'hui à l'ère de cette malgouvernance décriée depuis de nombreuses années au Cameroun? Un bon citoyen, je renverrai les mêmes questions au chef de l'État. Il faudrait qu'il réponde lui-même à ces questions. Qu'est-ce qui le rend fier, lui, d'être Camerounais en 2019, après les 3 années de crise dans le nord-ouest et du sud-ouest? Qu'est-ce qui le rend fier de n'avoir pas été à Bamenda et Boya? Qu'est-ce qui le rend fier en tant que Camerounais? Parce que c'est très facile, vous savez, de donner des leçons ou de dire ce qu'il faut faire aux autres. L'exemple vient d'en haut. C'est le chef de l'État qui doit montrer l'exemple. Et c'est pour cela que lorsqu'il formule ces questions-là, il doit rapidement, dans une première phrase, dire voilà ce qu'on peut faire parce que je l'ai fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Sur les questions de fond qu'il pose dans ces dernières sorties, il y a les questions de patriotisme, des questions d'unité. Ce sont des questions de valeurs qui sont fortes. Sauf que je constate que lorsque le gouvernement parle de patriotisme, il l'oppose à ce que M. Ondo a dit, les Camerounais égarés. C'est-à-dire que quand vous faites une réflexion sur le devenir de votre pays, lorsque vous critiquez la manière dont le pays est gouverné, vous êtes considéré comme Camerounais égarés et anti-patriotes. Je voudrais bien qu'on s'entende sur la notion de patriotisme. Est-ce que être patriote, c'est n'avoir pas la possibilité de donner librement son opinion, de critiquer la mauvaise gouvernance et de formuler des propositions? C'est l'impression que j'ai.
Je crois que le gouvernement et l'opposition, et d'une manière générale la diaspora, ne s'entendent pas sur la notion de patriotisme. Parce que c'est une notion, comme l'a dit M. Léa Angoula, c'est-à-dire qu'il doit être basé sur l'amour de la patrie. Est-ce qu'on aime sa patrie lorsqu'on encourage pendant 37 ans ses fonctionnaires, ses hauts commis de l'État à voler? La presse l'a dit, l'a redit plusieurs fois, a fait des articles là-dessus, pour rappeler au chef de l'État qu'il y a péril à la demeure. C'est-à-dire, il faudrait qu'il mette rapidement son opération rigueur moralisation, quelques années après qu'il est arrivé au pouvoir. Mais rappelez-vous, le chef de l'État avait dit où sont les preuves. Il avait répondu après où sont les preuves. Et on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. La plupart de nos prisons, à travers l'opération Épervier, sont pleines de personnes, de prévaricateurs. Même comme il y a parfois des innocents là, dans ces prisons, parce qu'ils y sont, pas forcément pour des raisons de détournement de fonds, mais parce que l'opération Épervier a dévié. C'est devenu une opération plus politique que d'assainissement. Et il faut s'interroger véritablement. Là, c'était sur le contenu de la notion de patriotisme. Sur l'unité nationale, je voudrais juste prendre un exemple pour dire qu'il faudrait qu'on fasse très attention avec ce qui vient de se passer à Obala. Deux jeunes gens qui, pour diverses raisons, qu'elles soient sentimentales ou de vengeance, se battent et puis il y a mort d'homme. Et ça débouche sur un affrontement communautaire, un affrontement interethnique entre les Étones de Bolova et de l'autre côté, d'abord les Aoussa, et puis plus largement la communauté musulmane, puisqu'il n'y avait pas que les Aoussa qui s'étaient concernés, il y avait les Bamoun, tout ce qui était musulman était attaqué à Obala ce jour-là. Et de manière curieuse, j'ai observé le comportement des forces de sécurité, le comportement de la police, face aux insurgés, entre guillemets. Quand je parle des insurgés, les populations locales, qui avaient des machettes, qui avaient des armes blanches, qui étaient à la chasse des Aoussa, qui étaient à la chasse des musulmans, pour les trancher la tête. Personne n'a été interpellé. De tous ceux qui portaient les armes blanches, personne n'a été interpellé. Ils portaient les armes blanches pour matraquer, tuer ceux qu'ils appellent les halogènes. C'est pour vous dire une chose, sur la question de l'unité nationale. Il suffit d'une étincelle pour que le volcan endormi qu'est le Cameroun explose. Et ce ne sera pas du fait de ce que vous appelez les Camerounais égarés, monsieur Ondo. Soyons sérieux. Et le président de la République, lui, estime que le Cameroun a besoin d'une vraie unité nationale. Avec vous, Patrick Ondo, on voit des critiques formulées sur ce plateau évoquant l'instrumentalisation de la patrie au moment où le gouvernement est sous le feu nourri des critiques de la communauté internationale, et pourtant la réalité fait observer des effritements de la cohésion sociale. Non, je voudrais qu'on se comprenne bien. Dans un pays démocratique comme le nôtre, c'est tout à fait normal que l'opposition ait une voix dissonante. C'est tout à fait normal. Autrement, nous ne serions pas une démocratie. Mais l'histoire de la démocratie commence effectivement avec l'avènement du président Paul Biya. On ne peut pas faire autrement. Oui, l'histoire de la démocratie commence avec l'avènement, n'est-ce pas, du président Paul Biya au pouvoir. C'est-à-dire qu'il a d'abord démocratisé son parti. On a commencé dès 1985 à créer un nouveau parti. En 1985-86, il y a eu des élections internes au sein du parti, des élections à choix multiples, parce que dans le temps, ça ne se faisait pas. En 1987, il y a eu ces élections au niveau communal et au niveau législatif. Et plus tard, chemin faisant, parce que quand nous avons commencé, le vent d'Est nous a aussi trouvé en pleine évolution. C'est comme ça que plus tard, il y a eu, n'est-ce pas, la première élection présidentielle multipartite. Donc, le président a construit, avec l'apport des Camerounais, a construit la démocratie camerounaise. Si nous parlons au jour d'aujourd'hui, si vous pouvez insulter les gens, insulter les gouvernants de votre pays et tout ça là, c'est bien parce que nous sommes dans un espace public qui permet l'expression libre, non seulement des partis politiques, mais des opinions différentes. Il faut le préciser, il n'y a aucune insulte à l'endroit d'un membre du gouvernement sur ce plateau. Vous parlez là des principes démocratiques qui sont, selon l'opposition, ne sont pas respectés au Cameroun. Il y a une sortie du député Jean-Michel Nietzsche dans les colonnes La Nouvelle Expression qui fait savoir que toutes les propositions de loi formulées par le SDF n'ont jamais franchi l'étape
de la commission des présidents de l'Assemblée nationale, et pour lui, cela montre qu'il n'y a pas une véritable démocratie au Cameroun. Sans doute de très mauvaises propositions, où les procédures n'ont pas été bien suivies. Et puis, il faut savoir que les démocraties contemporaines ont une façon de fonctionner. Et généralement, dans les démocraties contemporaines, c'est généralement l'exécutif qui ressasse un certain nombre de besoins, qui pose ses besoins sur la table pour donner, n'est-ce pas, la possibilité au législatif de lui donner, n'est-ce pas, le quitus, de lui permettre, n'est-ce pas, d'avoir les lois. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les démocraties contemporaines. On ne fonctionne pas, parce que l'exécutif doit rester, n'est-ce pas, dans sa place. Sa place, c'est voter les lois. Et l'exécutif, quand l'exécutif a besoin d'améliorer les conditions de vie de leur population. Le législatif qui vote des lois. Oui, le législatif vote des lois, c'est ça. Oui, le législatif vote des lois, et l'exécutif veut améliorer, n'est-ce pas, les conditions de vie des populations. L'exécutif fait des propositions, effectivement, au législatif qui vote ces lois. Donc c'est tout à fait normal que ce soit beaucoup plus l'exécutif qui propose, qui projette, n'est-ce pas, des lois. Mais que vaut cet appel au patriotisme dans ce contexte où il y a des critiques sur la gouvernance actuelle, où il y a des détournements de fonds publics qui chaque jour sont décriés par les populations, où la corruption est rampante? Que vaut ce patriotisme dans le contexte économique et social actuel? Les détournements de fonds est une lutte que RDPC a engagée avec le président, et surtout n'est-ce pas, le président de la République. Il va continuer à le faire. N'en déplaise à certains qui pensent effectivement que c'est une lutte qui est à tête chercheuse. Non, il faut, vous-même vous avez dû constater un certain nombre de choses. Dès lors que les preuves sont établies, on peut, n'est-ce pas, poursuivre. Et cet assainissement, c'est une très bonne chose pour le Cameroun de demain. En votre suite, Patrick Ondondo, avec Flore, lorsque le président de la République estime qu'un grand destin attend le Cameroun et évoque cette série de problématiques, pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Lorsqu'il pose de telles interrogations pour vous, quelles sont vos réponses? Bon, en fait, moi je me dis que peut-être il essaye de préparer sa sortie. Bon, je sais pas, parce que ce qui est sûr, c'est que l'avenir du Cameroun, moi je vois pas le président illégal Paul Biya dedans. Bon, par rapport à la question, vous pouvez me la rappeler? Je vous en prie, je parle des séries de questions formulées par le président de la République sur son compte officiel Facebook. Oui. Qu'est-ce qui rend fier d'être Camerounais? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Ce sont les propos du chef de l'État. Bon, au jour d'aujourd'hui, je ne peux vraiment pas... Bon, ce qui rend fier d'être Camerounais, je ne saurais le dire, parce que quand j'ai mes camarades de partis incarcérés injustement, à la prison centrale de Koningui, principale également, je ne peux pas vraiment dire que j'ai un sentiment de fierté en disant je me bombe le torse que je suis camerounaise, parce que si vous ça fait, et en parlant même, c'est maintenant que je viens de vous rappeler que ça fait 90 jours que le président Maurice Kamto et ses alliés Pende Koka, Paul Erekingé, Valsero et d'autres membres de la coalition gagnante sont incarcérés à la prison principale de Koningui. Donc vraiment, je ne sais pas vraiment ce que je peux dire sur la fierté d'être camerounaise, mais ce que je peux dire par contre sur les attentes que nous devons avoir pour un Cameroun meilleur, c'est par exemple un peu une vraie démocratie, parce que j'ai l'impression que cette démocratie est une démocratie de façade. Et je veux également qu'on puisse aussi prôner un véritable dialogue. En fait, il ne faudrait pas toujours idéaliser un homme, qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Non, ça ne devrait pas se faire. Parce que si véritablement le monsieur en face dit la démocratie moderne, il faudrait savoir que dans les démocraties modernes, les gens critiquent ouvertement les présidents, ayant même des propos très injurieux envers eux, et on les incarcère pas. On les amène pas dans des cellules pour qu'ils fassent 2 jours du genre, vous allez. Et également, le Cameroun que j'aimerais avoir dans l'avenir, c'est un Cameroun sans tribalisme. Vous avez dit c'est le MRC qui a commencé avec cette histoire de tribalisme. Mais est-ce que vous avez, quand monsieur Noufele a prononcé mon nom, vous avez entendu? Ou alors vous étiez dans les VAPS? Parce que j'ai l'impression que vous dites que tout le monde au MRC est bamiliqué. Alors c'est archi faux. D'abord, votre
Je vous en prie, Patrick. Attendez, non, je profite pour... Non, je vous en prie, permettez... une lettre... Patrick, je vous en prie, vous allez réagir. Voilà, Permettez qu'elle aille jusqu'au bout, vous allez réagir après. Écoutez, Flore, allez-y. Écoutez, monsieur Ondon, c'est que dans le RDPC, vous êtes diplômé en barbarie, c'est-à-dire dans des débats, vous ne nous laissez pas aller au bout de nos pensées. Mais franchement, essayez de vous respecter parce que vous avez quand même en face de vous une jeune qui pourrait avoir l'âge de votre fille. Donc je vous demande d'être respectueux. Donc je disais tantôt que j'aimerais avoir un Cameroun sans tribalisme. C'est-à-dire que nous savons tout ce qui a jeté les jalons de ce tribalisme au Cameroun. C'est votre président illégitime. Parce que lorsque un homme arrive au pouvoir et commence à dire libéralisme communautaire, c'est-à-dire développement par communauté, et qu'il est même incapable de l'appliquer comme il le faut, ça devient une histoire de bon, quand je fais un gouvernement, je nomme un ministre peut-être Eton, après je nomme un ministre Bafia, bon, tant pis pour les autres tribus. Parce que déjà, la vision du MSC à ce sujet, c'est il faudrait quitter de ce libéralisme communautaire parce que c'est ça qui accentue le tribalisme et passer à un social-libéralisme, mettre l'homme au centre des préoccupations. Parce que lorsqu'on met l'homme et non la communauté au centre des préoccupations, on est sûr que même le citoyen le plus petit pourra bénéficier des retombées, quoi que cela peut coûter, des retombées par rapport au travail du gouvernement. Alors, je peux dire quelque chose. Je vous en prie. Alors, monsieur, permettez qu'elle je vous ai demandé un termine peu de ses je ne sais pas propos. pourquoi vous êtes comme ça. Donc, moi j'insiste sur la question du tribalisme, parce que dès que ce monsieur est entré là, il a directement brandi son magazine, que voilà la lettre. Moi je ne sais pas de quelle lettre il s'agit, mais je veux vous dire, quand on n'est pas suffisamment informé sur un parti politique, on prend la peine de poser les questions. Moi qui suis en face de vous, vous allez savoir, tout à l'heure on va pouvoir discuter, parce que je ne peux pas le dire ici à l'antenne, ça sera un peu malsain. Vous ne savez rien du MSC. Alors arrêtez de brandir tout le temps dans les plateaux de télévision que le MSC est un parti tribaliste. C'est archi faux. Et le président de la République qui estime que le Cameroun a besoin d'une vraie unité nationale, un pays qui ne doit pas être victime du tribalisme, du népotisme ou de la corruption. Nous devons tous lutter efficacement, dit-il, contre ces fléaux qui minent facilement toute une nation. Alors Patrick Kondo, le chef de l'État, reconnaît qu'il y a ces velléités de tribalisme, de corruption et de népotisme au Cameroun depuis de nombreuses années. Oui, c'est autant de mots qui inquiètent la démocratie. Dans une démocratie, la démocratie est inquiétée par le tribalisme, le népotisme et tout ce qui est mauvais. J'ai dit tout à l'heure que je ne reviendrai pas sur ce qu'elle a dit. Je voulais tout simplement dire que lorsque je lui montrais cette lettre que le président, leur président, M. Maurice Kamto, il est élu par ceux du MRC, mais il n'est pas le président du Cameroun parce que les élections présidentielles sont venues. Et puis il est professeur, il ne fait même pas, il fait une lettre. Comment un professeur agrégé peut-il faire une lettre avec autant de fautes? Moi, je ne sais pas comment c'est passé dans le journal. Restons sur le problème de fond. Oui, je vous en Patrick Kondondo, sur la question du tribalisme et la corruption au Cameroun. Lorsque le chef de l'État fait savoir que le Cameroun a besoin d'une vraie unité nationale, quelle est votre perception de cette problématique qu'il évoque dans cette publication sur son compte officiel Facebook? Oui, le président Paul Biya reste constant par rapport à lui-même et par rapport à ce qu'il veut pour son pays. Il a commencé à développer le discours sur l'unité nationale très tôt, quand il a pris le pouvoir. Il a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et chaque fois que cette unité est menacée, c'est de son devoir de rappeler au peuple camerounais que, attention, il faut faire attention. Là où nous sommes, le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte dangereux. Il faut que les gens resserrent les liens pour ne pas que le Cameroun puisse imploser. Et c'est tout à fait normal qu'il parle de patriotisme également. Parce que c'est le lien que nous avons, c'est le lien ombilical, filial que nous avons vis-à-vis de notre patrie, de notre pays. C'est ça qui doit nous permettre, effectivement, de ne pas poser des actes qui puissent amener, n'est-ce pas, le Cameroun à l'implosion. On ne dit pas que ceux qui sont dans l'opposition peuvent faire des critiques. Il faut faire des critiques. Parce que les critiques permettent, n'est-ce pas, au gouvernement de rectifier le tir. Il faut le savoir. Justement, après plus de 30 ans à la tête du Cameroun, le chef de l'État qui estime que le Cameroun a particulièrement besoin d'une vraie unité nationale,
Joseph Léangoula, comment vous appréciez cette sortie du président Paul Biya, qui rappelle que le Cameroun ne doit pas être victime du tribalisme, du népotisme, au moment où il y a cette voix qui s'élève pour critiquer la gouvernance actuelle? Les déclarations du président tombent à point nommé à l'heure où le Cameroun semble profondément divisé. On le rappelait tout à l'heure, les tensions intercommunautaires semblent s'envenimer et très souvent certains événements donnent à voir ou à prendre la mesure de l'ampleur de ces dissensus qui existent aujourd'hui entre les communautés du Cameroun. Je suis aussi d'accord avec le président de la République lorsqu'il reconnaît que le népotisme, le tribalisme et la corruption sont les principales plaies qui gangrènent ce pays et qui en partie aussi fragilisent cette unité nationale. Seulement ces plaies aussi, on les a laissées se développer. On a laissé la corruption prendre de l'ampleur, notamment pour avoir un véritable contrôle sur l'élite administrative et l'empêcher notamment de nourrir des prétentions politiques, de poser l'œil notamment sur les fauteuils présidentiels. On a laissé le népotisme également gangréner l'administration dans le but de satisfaire les obligés, de créer un réseau de clientèle qui vont afficher vis-à-vis du parti au pouvoir une certaine loyauté indéfectible. On a laissé aussi quelque part le tribalisme grandir. Et chaque fois que vous verrez qu'il y a des joutes politiques, les tensions tribales s'exacerbent. Aujourd'hui même, on est arrivé à un point où que les sociologues qualifient d'essentialisation des antagonismes politiques. C'est-à-dire que les divergences politiques qui existent aujourd'hui entre les formations qui animent le paysage politique camerounais se sont complètement transformées aujourd'hui en rivalité communautaire. Je vois des partis sur lesquels on a collé des marqueurs identitaires en disant les partis de telle ethnie, les partis de telle autre ethnie. Pourtant, parfois même, le déploiement politique de ces partis sur l'ensemble du triangle national dément ces allégations qui sont avancées. Donc clairement, le Cameroun aujourd'hui est en face de plusieurs dynamiques centrifuges qui se traduisent de manière multiforme. La première traduction, c'est d'abord ce tribalisme-là qui, malheureusement, est en train de monter les Camerounais les uns contre les autres. La deuxième traduction également de cette dynamique centrifuge, c'est-à-dire cette dynamique qui s'éloigne du centre, c'est le fait que vous avez aujourd'hui une masse considérable des jeunes qui ont le regard tourné vers l'extérieur et qui préfèrent se rendre en Europe malgré tous les dangers du Sahara, qui préfèrent même parfois la séquence esclavage de la Libye, ne serait-ce pour arriver en Europe parce qu'ils veulent fuir leur pays. Il n'y a plus ce patriotisme qui vibre en eux, il n'y a plus cette volonté de faire corps avec l'ensemble des autres Camerounais. Et puis la troisième traduction de cela, c'est l'enrôlement des jeunes aujourd'hui. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux aujourd'hui à rejoindre les groupes armés. Pourquoi ils rejoignent les groupes armés? Je pense qu'on n'a pas souvent posé ces questions-là en fait. Parce que le fait que les jeunes de l'extrême nord, ils sont au nombre de plus de 4000 qui ont rejoint Boko Haram. Le fait que les jeunes des régions anglophones décident également d'aller rejoindre Boko Haram, c'est parce qu'ils ont perdu, ils ont cessé de croire en l'état dans lequel ils sont nés. Et ils commencent effectivement à croire aux projets alternatifs qui sont portés par des acteurs de substitution qui surfent notamment sur les frustrations de ces jeunes. Les frustrations parce que les jeunes vivent aujourd'hui dans un environnement qui est complètement dominé et confisqué par les seniors. Les jeunes vivent aujourd'hui dans un environnement où ils n'ont pas la capacité de s'exprimer politiquement, ils n'ont pas la possibilité d'intégrer les arènes politiques et de participer à la gestion du pays, et donc ils se tournent vers ces projets, c'est-à-dire le projet de l'Ambazonie et le projet du califat, parce que pour eux ça apparaît comme effectivement des nouveaux ordres politiques qu'ils veulent bâtir et dans lesquels ils vont devoir jouer un rôle. Donc face à cette dynamique centrifuge, il faut bien entendu dénoncer, mais il faut aller au-delà des dénonciations, et comme je le disais, il faut actionner les leviers pour que cela se traduise en actes concrets, à travers les mécanismes institutionnels qu'on met en place, à travers les pratiques de gouvernance, à travers l'exemplarité qu'on inspire par le haut, on peut réussir à transformer cette poudrière en véritable terre d'opportunité. Et pour construire ce Cameroun fort, uni et prospère, le chef de l'État invite les Camerounais à unir leur cœur, leurs esprits et leurs bras pour construire ce Cameroun dynamique, fort, prospère et uni. Avec vous, Edmond Kambia, cette proposition du président de la République, l'unité des cœurs, des esprits pour un Cameroun prospère, après 37 ans à la tête du Cameroun et ces conditions à la fois de sous-emploi des jeunes, de crise politique, crise sécuritaire, est-ce que ce Cameroun peut encore aller vers la prospérité dans un tel contexte sociopolitique? C'est triste que cela reste à l'étape de vœu. Parce que là, c'est un vœu. Après 37 ans, on ne peut pas formuler encore un vœu. On doit agir. D'abord, je voudrais dire que le chef de l'État, en 1990, dans une interview accordée à Yves Mourouzi, disait
J'aimerais être l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. La question qui lui avait été posée était celle de savoir ce qu'il aimerait que la postérité retienne de lui. C'était un vœu. L'homme qui a apporté la prospérité et la démocratie. Paul Biya a-t-il apporté la prospérité au Cameroun? La réponse est là. Les faits démontrent que la prospérité n'est pas. Mais vous exagérez. Patrick Ondondo, laissez qu'il aille jusqu'au bout et vous allez pouvoir vous exprimer, je vous en prie. Y a-t-il la prospérité au Cameroun aujourd'hui en 2019? La réponse est non. La réponse est oui, monsieur Ondondo. La réponse est non. Oui. Nous passons d'un pays à revenu intermédiaire à un pays pauvre, très endetté. Vous dites que c'est la prospérité? Ce n'est pas ça. Le nombre de jeunes. C'est l'indice de développement Je vous en prie, qui est important. Patrick, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Allez-y, Edmond, vous allez vous exprimer. Parce que je préfère rester sur les termes du chef de l'État. Comme vous avez cité son dernier tweet, je rappelle une interview qu'il a accordée en 90. Il y avait un lien en termes de prospérité sur la question. C'était toujours des vœux. Et quand on formule des vœux un peu plus tôt, c'est très intéressant. On suppose qu'il va agir dans le sens de la prospérité. Parce que dans ses premiers discours, lorsqu'il a pris le pouvoir, le 6 novembre 1982, il disait que son illustre prédécesseur lui a laissé un pays stable et prospère. Le Cameroun, aujourd'hui, n'est ni stable, ni prospère. Ce sont les faits, c'est la réalité. Maintenant, sur la démocratie. M. Ondodo disait tantôt que c'est Paul Biya qui apporte le multipartisme, la démocratie au Cameroun. La réponse est également non. Le peuple l'a contraint à la démocratie. Et je rappelle, avant de revenir sur la période des années 90, qu'il y a eu le multipartisme au Cameroun avant l'indépendance. Entre les années 45 et 1960, il y avait plusieurs partis politiques au Cameroun. Il y avait l'UPC, il y avait le Bloc démocratique du Cameroun, il y avait d'autres formations politiques. Il y avait des échanges entre plusieurs partis politiques. L'interruption a eu lieu en 1966, lorsque Amadou Ahidjo a décidé de fusionner les partis politiques pour n'en rester qu'un seul. L'ancêtre du RDPC, l'UNC, l'ancêtre du RDPC, dont il a tiré tous les réflexes et pratiques, mauvaises pratiques, qui se perpétuent jusqu'à ce jour. La preuve, le chef de l'État est resté président national du RDPC. Et on voit comment la confusion entre l'État et le parti crée des situations très confuses au niveau même de la cohésion gouvernementale. Et c'est pour vous dire, M. Noufélé, que les propos tenus par le chef de l'État, c'est des bons. Sur le fond, ce sont des propos forts. C'est-à-dire l'espoir que nous redevenions, moi je préfère dire que nous redevenions un État prospère.